Alors, de toute façon, réaction énergique, c'est la moindre chose qu'on puisse dire parce que le Togo a été interpellé, vous le savez, la semaine dernière seulement par la société civile togolaise qui a appelé les autorités à réagir face à cette violation non seulement du territoire togolais, mais des droits humains parce que venir chercher un citoyen fut-il béninois sur le territoire togolais, de la façon dont ça s'est passé, c'est quand même inédit, ça ne se passe pas tous les jours. Et comme vous voyez, le communiqué du procureur de Lomé, ça a tout l'air de, comment dit-on, d'ouverture de nouvelles crises diplomatiques. En ce moment, le Bénin n'en a pas besoin. On est déjà en froid avec le Niger, on est en froid avec le Burkina Faso. Si le Togo s'ajoute, il ne nous reste que le Nigeria comme porte de sortie maintenant. Et est-ce que c'est de ça qu'on avait besoin? Même s'il y avait une telle opération à mener, est-ce que le moment était propice? Maintenant, quand vous posez la question sur la qualité de le directeur du CNIN, vous dites qu'il est quand même directeur d'une société d'État au Bénin, je me pose des questions, je voudrais bien avoir tort. Je voudrais bien avoir tort que on me dise qu'il n'a pas vraiment participé aux opérations. Vous voyez? Parce que si vraiment il a participé à cette opération, ça veut dire quand même que le président Patrice Talon doit forcément réagir pour tout au moins le relever de son poste. Parce que le Togo n'accepterait pas que un individu qui est un cadre de l'administration béninoise se comporte comme un délinquant en territoire étranger. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Quand vous faites partie d'un commando comme ça pour aller commettre un acte en toute violation des lois, vous êtes conscient quand même que ce que vous faites n'est pas normal. Si vous avez besoin du citoyen béninois qui est là-bas, la justice béninoise émet un mandat d'arrêt, tente de collaborer avec la justice togolaise pour quand même qu'on le ramène au pays dans les règles de l'art. La façon dont les choses se sont passées, c'est comme dans les films hollywoodiens. Dans la réalité, les choses ne doivent pas se passer comme ça parce qu'il s'agit quand même d'un État. Ramenons l'affaire à une dimension plutôt simple. Oui. Vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez le voisin d'à côté, quelqu'un quitte sa maison, vient se réfugier chez vous. Avant qu'il n'intervienne, quand il vient dans votre maison, il demande d'après le propriétaire d'abord. Il peut pas aller intervenir comme ça, comme dans un marché. Vous voyez un peu? Un État à la dimension d'un État, c'est encore plus sérieux. Ce que ces individus-là ont fait au Togo est absolument anormal. On comprend que le gouvernement soit actuellement en congé, mais tout ce que moi je souhaite, c'est qu'à la reprise, le 5 septembre, me semble-t-il, que les gens prennent des décisions fortes pour tout au moins apaiser les Togolais, pour qu'on n'ouvre pas une nouvelle crise diplomatique avec le Togo, parce que les Togolais aussi peuvent décider de fermer leurs frontières avec le Bénin. Parce que quand les choses se passent comme ça, c'est la bonne chose qu'on puisse faire. C'est une violation de l'intégrité togolaise. Territoriale du Togo. C'est pas normal que les choses se passent comme ça. Si on a besoin de cet individu, qu'on passe par les voies normales. Maintenant, si le Togo refuse de collaborer, on saura qu'on a fait ce qu'il faut et que les Togolais n'ont pas voulu collaborer. Mais passer par-dessus tout le monde, je veux bien croire que le communiqué du procureur togolais à propos de Walindo Fagla, qui est le directeur du CNI, n'est pas vrai. Qu'il s'est trompé. Parce que jusqu'à présent, je pense que c'est dans un rêve, quoi. Un directeur d'un service d'État ne peut pas se comporter comme un voyou. En territoire étranger. Étranger, qui plus est. C'est pas normal. En fait, les 4 ravisseurs venus de Cotonou, on va supposer, en tout cas, on sait qu'ils sont tous de nationalité béninoise. Le communiqué indique que c'est avec un véhicule d'immatriculation béninoise. Béninoise, d'accord. Et donc, les 4 ravisseurs avaient un pisteur, ou du moins une pisteuse, si vous voulez, et un pisteur Zim, lui, togolais. Et donc, eux, ils étaient à Zim, et c'est eux, parce que quand vous aviez écouté les narratifs par rapport à l'arrestation de Honvi, vous aviez dû entendre que il a été appelé de la maison par une connaissance. Donc, il se trouve que la connaissance, c'est cette dame-là, la fameuse esthéticienne installée au Togo. Et donc, il était dit que on lui a miroité ou on lui a dit que il devrait pouvoir rencontrer ce soir, cette nuit-là, un homme d'affaires ou quelqu'un qui devait lui donner d'informations. Mais je crois que c'était lié un peu à de l'argent. C'était ça le narratif déjà, n'est-ce pas? Et donc, il se trouve que c'était cette dame-là qui était sur moto, pris par le ZEM, qui a fait la dame, a fait sortir donc Mouvi. Et il s'est trouvé que Mouvi est venu tomber dans les mains des ravisseurs. Oui. Les ravisseurs, on peut prendre, excusez-moi le terme, le colis.
sont partis avec, mais les 2 qui étaient à Zem sont restés. Et donc, les populations s'en sont pris à ces 2-là. À ces 2-là. Elles ont appelé la gendarmerie qui est passée les chercher. Et donc, c'est comme ça, les enquêtes ont commencé. Donc, c'est les 2-là qui ont parlé. Quand vous parlez d'enquête, ils ont mené, c'est les 2 qui ont parlé. Et moi, cela me fait dire ceci. Cela me fait dire que ils sont même pas à leur premier geste. Oui, le premier acte, sans doute. Mais cette dame-là, pour avoir connu ces personnes, connaître chacun son nom, sa fonction, elle travaille avec eux depuis. Ce n'est pas un banal réseau, ce n'est pas un réseau d'un soir ou d'un week-end pour prendre mon vie. Elle travaille avec eux. Et d'ailleurs, le communiqué du procureur le spécifie également, le fameux étudiant togolais, converti momentanément en Zémédian, conducteur de taxi-moto. De taxi-moto. On est allé perquisitionner chez lui. Il a retrouvé des menottes. On lui a posé des questions, il dit oui, qu'il a travaillé avec la dame et il était bien au courant de... Il a bien informé de la mission qui lui était dévolue. Voilà. Et au mieux, c'est que les gens ont fait un tour chez lui avec la menotte. Mais au pire, c'est plutôt ce que je crois, il fait partie du réseau côté Lomé. Pour une telle opération, on ne peut pas la mener sans l'aval, n'est-ce pas, de la hiérarchie. Je ne pense pas. On ne peut pas mener une telle opération sans l'aval de la hiérarchie. Même si, après, on peut habiller les choses et le griller lui seul, ou les griller eux seuls. Et on ne peut pas échapper à ça aujourd'hui. Mais moi, je dis, ça ne peut pas se limiter seulement à la personne de... D'ailleurs, vous aurez vu que quand ils ont opéré, quand ils ont ramené le colis au Bénin, ils n'ont pas prié la police pour qu'elle vienne le chercher. Et la police ne s'est pas trompée. On l'a amené directement à la BEF. Directement. Et vous savez que la CNIL travaille avec la BEF, avec la brigade de criminalité. La BEF. Oui, oui. En fait, c'est des structures qui travaillent d'ordinaire avec... et ces structures policières-là travaillent directement en connexion avec la présidence. Vous parlez du procureur spécial de la Criette. De la Criette, bien entendu. Okay. Puisque c'est lui qui a accueilli ce client. Oui, ça. Alors, avant que je poursuive, vous permettez de faire rapidement une petite précision. Depuis, on est en train de parler de CNIL. Il me semble que ça a un peu varié. C'est désormais Agence de sécurité des systèmes d'information. Le gros poste qu'on a désormais taillé à Wanilo, Médégan Fagla. Voilà, cet amateur de MMA. Donc, il est désormais directeur général de l'ASIN. C'est bien ça. C'est désormais une agence. Ça a varié. Il y a quelques jours. On fait rapidement la précision avant de répondre à votre question, Patrice. Oui, le procureur spécial, comme à ses habitudes, on l'a vu dans la crise nigérienne, quand des officiels nigériens ont été arrêtés sur la plateforme pétrolière de Femepodi, donner une conférence de presse, apporter des précisions, mais jusqu'à présent, son silence me paraît un peu inquiétant. Vous voyez, les autorités togolaises ont pris le temps qu'il faut pour faire des recoupements parce que elles ont, ces autorités-là, arrêté des membres du réseau qui ont donné des informations. Bon, le procureur spécial garde le silence, mais je pense que maintenant que les Togolais ont parlé, les Béninois n'ont pas le choix. Parce que, comme on le dit, qui ne dit mot consent. Maintenant, si nos autorités ne réagissent pas, on va considérer que tout ce que les Togolais ont dit est quand même vrai. Il faut qu'elles réagissent pour situer l'opinion nationale et internationale, comme vous le dites, sur ce qui s'est réellement passé. Alors, Vigile a dit que j'étais un peu trop gentil. Moi, je veux m'en limiter aux faits. Oui. Je ne veux pas aller au-delà des faits. Ce que les Togolais ont dit, c'est ce que j'essaye d'analyser. Et pour le moment, on ne voit pas directement l'implication du président de la République dans ce qui s'est passé, même si on peut imaginer qu'une telle opération n'aurait pas pu se mener sans quelque part qu'il n'en soit informé. Parce qu'après tout, les renseignements généraux rendent directement compte au chef de l'État. Et tout ce qui se passe, il en a connaissance. Oui. Une telle opération, évidemment, ne peut pas se passer dans le dos du président à 100%. Même s'il n'a pas... Surtout en terre étrangère. Surtout en terre étrangère, qui engage directement le pays. Et moi, ce que je ne comprends pas, les acteurs, si je continue de parler avec des si évidemment, effectivement, les autorités togolaises, le procureur a raison que le directeur de l'ASIN, Médégan Fagla, est impliqué à cette opération, je me demande ce qui a pu bien lui passer par la tête. De telles opérations, il y a plein de voyous au Togo qui peuvent faire ça.
Il y a plein de voyous qu'on peut payer au Togo, à qui on confie la mission, ils ne savent même pas pour qui ils travaillent, et puis ils vont le faire. Mais engager directement l'État, parce que lui c'est un directeur d'une société d'État quand même. Il peut pas se comporter comme ça en territoire étranger. Et moi je suis hyper surpris par le déroulement des faits. Je comprends pas ce qui a pu bien lui passer par la tête. Peut-être se met-il à la place de Dieu, qui peut tout faire sans rendre compte. Patrice Talon, il est partant jusqu'en 2026, 2027, c'est plus sûr que le président Talon soit là pour le protéger. Lui, il est jeune, il a tout un avenir devant lui. Écoutez, quand on lance un mandat d'arrêt international sur vous, vous êtes sur la liste rouge d'Interpol. D'Interpol, ça veut dire impossible pour vous de quitter votre pays. D'aller dans certains pays, même si vous avez la protection dans d'autres pays, il y a certains pays que vous ne pouvez plus fréquenter. Pour un jeune, prendre un tel risque, je ne sais pour quelle raison, moi je continue de me poser des questions. Son cas, moi, mes cœurs principalement, les bras m'en tombent. Je ne comprends pas, je continuerai de le dire. Maintenant, quand on vient sur les faits, une telle opération que vous allez au Togo faire, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé avec les autorités béninoises pour que la police, en quelque sorte, collabore et récupère. Moi, je ne parle pas du frère Onvi ici parce que les autorités togolaises ne nous ont pas parlé du frère Onvi. Ils ont parlé de Steve Amoussou. Bien sûr. Donc, le Béninois qui a été arrêté au Togo, non. Les Togolais ont dit enlevé parce que ce qui se passe là-bas, c'est eux qui le qualifient parce que ça s'est passé sur leur territoire. Et tel qu'ils ont décrit même, ça n'a rien à envier à un enlèvement. Ça n'a rien d'arrestation, c'est plutôt un enlèvement. Parce que c'est eux qui ont qualifié les faits et nous, on n'a pas vu la police togolaise ou la police béninoise aller arrêter quelqu'un. On parle d'arrestation quand des forces de police se mettent en action. Ici, il n'y a eu aucun policier. Ce qui s'est passé là-bas s'appelle un kidnapping ou un enlèvement. Maintenant, les thèmes sont clairs. Maintenant qu'on sait que les Togolais n'ont pas collaboré. Alors, si on avait une justice qui fait bien son travail, si le procès était équitable, on n'irait même pas dans le fond du dossier. On n'irait même pas dans le fond du dossier. Les avocats vont soulever des exceptions sur la façon dont il a été pris. Oui. Il y a vice de forme dans sa procédure d'interpellation. Il soulève ça simplement, il n'y aurait même pas procès, on allait le relâcher parce que son arrestation n'a pas suivi les règles de droit pour une justice équitable. Moi, quand je prends l'affaire Laurent Gbagbo, parce que c'est un procès référence devant la CPI, Gbagbo n'a pas été jugé en fait pour les crimes qui lui étaient imputés. Quand le procureur a présenté ses arguments contre Gbagbo, la défense de Gbagbo a estimé qu'elle ne va pas plaider parce que les arguments du procureur sont très faibles, que les faits ne tiennent pas. Ils ont invoqué ce qu'on appelle en droit anglo-saxon le no case to answer. Ça veut dire que nous ne trouvons pas d'intérêt à amener des arguments de défense. Rapidement, la Cour pénale internationale a fait droit à cette demande des avocats. Ils n'ont même pas plaidé. Ils n'ont pas plaidé pour défendre leurs clients. Ils ont estimé que les arguments du procureur ne tiennent pas. Évidemment, Gbagbo a été libéré. Sinon,